Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous allez voyager et vous informer avec nous à travers nos séquences, nos entretiens et reportages avec de grands auteurs. Aujourd'hui, nous irons dans l'atelier du grand photographe franco-iranien Reza. Certaines de ses photos sont connues dans le monde entier et son parcours est incroyable. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et moi, j'ai envie de photographier de façon où la personne... il montre son âme, il montre qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sent. Et bien pour ça, il faut que la personne ait une confiance. Et cette confiance, c'est quelque chose que je dirais, parce que c'est profondément, je respecte les gens que je rencontre profondément, leur histoire m'intéresse. Cap sur Paris pour regarder le monde autrement avec le photographe Reza tout à l'heure. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, une lectrice passionnée et les pépites des libraires. Et on commence avec quelques minutes de dépaysement. On vous emmène en Martinique en marge du festival En Pays Rêvé. Rencontre au bord de l'eau avec une femme engagée. Entre le soleil et les nuages de la Martinique, avec un peu de vent qui vient de se lever pour nous rafraîchir, on reçoit Nancy Houston. Bonjour Nancy Houston. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette terre engagée, parfois enragée de la Martinique. On a le rocher du Diamant juste en face de nous. C'est un endroit dit tellurique. Nous allons parler de votre dernier livre, Enragé, engagé, un recueil de textes écrits entre 2000 et 2024. Et dans la préface, vous dites quelque chose d'étonnant. Vous dites « Je vais bientôt mourir, j'arrive en fin de parcours et c'est OK, ça ne me choque pas, au contraire. Voilà plus d'un demi-siècle que je publie des bouquins, il faut bien que ça s'arrête un jour. » Eh bien oui, c'est tout simplement objectif. Et en fait, s'il y a une chose qui peut me rassurer ces dernières années, c'est l'idée que je suis un animal. Et en fait, c'est vrai de tout le monde, mais la plupart des gens sont dans la dénégation violente de ce fait tout simple. Et une partie de ce fait, c'est que nous sommes mortels. Et c'est objectif que l'immense majorité de l'humanité a connu une vie beaucoup plus courte que la mienne déjà. Oui, ça, oui. Parce que j'ai 72 ans et un peu. Et vous racontez qu'à l'époque, les écrivains mouraient très jeunes. Et notamment toutes mes idoles. Mais oui, mais on a changé d'époque, Nancy. Mais non. C'est des idoles qui viennent de différentes époques, mais c'est curieux comme je remarque que les écrivains que j'admire le plus se sont suicidés bien avant d'atteindre mon âge. Donc ça, c'est un peu troublant. Mais bon, je n'irai pas par ce chemin-là, je pense. Vous écrivez aussi « Ceci est donc sans doute mon dernier recueil et peut-être mon dernier livre tout court. J'ai tenu à faire celui-ci car plus le temps passe, plus je suis en colère. » Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui, Nancy ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'égoïsme, l'avidité, la concupiscence, l'irresponsabilité des puissants de ce monde. Ouais. C'est ça. Donc c'est le fait d'extraire des hydrocarbures jusqu'à plus soif, de plonger tout le monde en danger, et c'est l'écart croissant entre ceux qui ont beaucoup, beaucoup trop et ceux qui n'ont rien. Ouais. Ça me met en colère. Vous faites des images, enfin, vous expliquez des choses avec beaucoup de douceur, Nancy Houston, je trouve, et avec beaucoup de clairvoyance. Par exemple, c'est parfois étonnant de le lire, mais c'est vrai, vous dites qu'un pays est capable de bombarder un autre pays, un pays de l'Occident. On envoie des bombes comme ça tous les jours sur d'autres pays. Et en même temps, les citoyens de ce pays-là vont aller tranquillement au cinéma. Et ça se passe en même temps, ça. Et vous dites que c'est d'une profonde injustice au final. C'est de tout temps. C'est de tout temps et c'est en ce moment même. On est en train de recommencer à préparer la guerre ici, avec tout notre magnifique système d'éducation où on est en train de dire le contraire et de se vanter, de respecter les droits comme ci et comme ça. En fait, on est en train de construire la force partout. C'est ça qui vous fait peur. Et enchanté sous l'occupation. Ouais.
Ça vous fait peur? C'est ça la plus grande crainte que vous avez aujourd'hui, Nancy, c'est de voir ce monde basculer dans une troisième guerre mondiale? Non, la plus grande crainte que j'ai aujourd'hui est celle de l'effondrement climatique. Ouais. Parce qu'on s'y dirige tout droit. Et là aussi, le gouvernement américain est dans le déni le plus total, le plus criminel. Et donc, oui, j'ai sincèrement peur pour le monde que connaîtront mes petits-enfants. Et ça, c'est une façon de dire tous les êtres humains de l'avenir. Merci beaucoup, Nancy Huston. Merci pour cet entretien atypique. On en a fait beaucoup ensemble, à la radio, à la télévision, et se retrouver comme ça en Martinique avec ce cadre magnifique, c'est inédit. Invraisemblable. Merci à vous, Emmanuel. Merci, Nancy. Je remonte votre livre Enragé, engagé aux éditions Actes Sud pour l'Europe et Le Méac pour l'Amérique. Merci beaucoup, Nancy. On est au Diamant pour ce club francophone ici en Martinique. Je vous propose de découvrir une autrice et artiste belge d'origine congolaise. Lisette Lombé est une femme engagée qui produit des textes très intenses, comme avec son dernier roman Eunice, paru aux éditions du Seuil. Elle va déclamer un texte sur les injustices à la manière d'un slam. Elle se trouve pas très loin d'ici, à 400 mètres, sur le ponton du Diamant, juste en face de nous. Voici un moment fort sous le soleil de la Martinique avec le slam de Lisette Lombé. Ne pas pouvoir choisir sa famille, c'est injuste. Ne pas pouvoir choisir son pays de naissance, c'est injuste. Grandir dans le ventre d'une femme qui crève de faim, ou grandir dans le ventre d'une femme qui s'en prend tous les jours plein la tronche, ou grandir dans le ventre d'une femme qui ne veut pas devenir mère, qui ne veut pas de nous sur cette terre, c'est injuste. Injuste de naître sous des bombes, de naître derrière des barreaux, de naître sans papier, de naître avant de naître. Injuste d'avoir été tellement traité de cancre, de baudet, de bon à rien, qu'on finit réellement par croire qu'on est ce cancre, ce baudet, cette bonne à rien. Injuste d'être la mal-aimée de sa famille, la mal-aimée de sa fratrie. Injuste d'être le souffre-douleur de sa classe. Rien que dans l'enfance, rien que dans l'adolescence, nous pourrions déjà lister des milliers et des milliers d'injustices. Et que dire alors à l'âge adulte? Être le bouc émissaire d'un patron, c'est injuste. Être viré du jour au lendemain, c'est injuste d'être largué sans aucune explication. Injuste d'apprendre qu'on a un satané cancer. Injuste d'apprendre le décès inopiné d'un proche. Et vieillir, hein? On en parle de vieillir comme c'est injuste. Et vieillir pour une femme, encore plus que vieillir pour un homme comme c'est injuste. Attaque du souffle, attaque du sens, attaque des siens, attaque de la présence, contestation de la présence. Je suis un être de passage. Nous sommes des êtres de passage. Vous êtes des êtres de passage. Être de passage, mais être de langue aussi. Ma langue, daronne pyromane, elle craque l'allumette en reine de la sape et que part en flamme le dressing colonial. C'est toujours une histoire de classe. Au pomate, ma langue dit habit de fête et refus des motifs sobres. Aux timides, ma langue dit fierté des auréoles et saccage de la matière noble. Aux cicatrices des femmes, ma langue chuchote. Pas grave, si la cheville porte encore la trace des anciennes chaînes, la trace des anciens maîtres, la trace des anciens choix. Pas grave, redit ma langue, car la démarche a l'élégance d'un verbe nègre. Lisette Lombé a publié Eunice, un roman initiatique choc porté par une langue poétique pleine de relief. Un autre regard sur le monde atypique aujourd'hui avec notre entretien en déambulation autour du photographe franco-iranien Reza. Il a parcouru le monde et il est et restera l'un des plus grands témoins des conflits de notre temps avec son œil de photographe humaniste. Salut, bonjour Reza. Comment on va? T'as bien trouvé? Comment ça va? Bah oui, facile. C'est facile, très bien. À Paris, dans le 19e arrondissement. Tu n'étais jamais venu ici, non? Non, jamais venu ici. Ben voilà. C'est un endroit magnifique qu'on va découvrir ensemble. Ouais. C'est votre atelier de photographie, Reza. 45 ans de carrière, vous êtes un photographe connu dans le monde entier grâce au National Geographic, mais aussi plus de 300 expositions à travers le monde. Votre travail est considérable. Vous êtes un peu la mémoire du monde et malheureusement la mémoire des grands conflits de ce monde.
L'image, elle est devenue l'art majeur de notre temps maintenant. La photographie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Je suis persuadé que l'histoire du XXIe siècle, ça va être écrit par la photographie et par les images. Et par les images, oui. Et il y en a autant que Alors, vous il y en a voulez plein. ici, là. Il y en a particulièrement une, là, dès qu'on arrive devant cette magnifique bibliothèque, avec ses enfants. Et toute votre vie, Reza, vous avez dit vouloir être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Ça a été ça, votre credo, au final? La photographie est devenue tellement un élément important dans la vie du monde entier, c'est qu'il y a un moment, je me suis dit, vu ce qui se passe dans le monde, vu ce que je vois, vu les camps de réfugiés, les guerres, tout ce qui arrive dans le monde, il y a plein de gens qui vivent une injustice. Et cette injustice, c'est qu'on ne connaît pas leurs histoires. Ouais. Et ben, avec la photographie, c'est comme ça que finalement, petit à petit, je me suis mis complètement au service de ces gens-là, partout dans le monde. Raconter l'histoire comme je le vois, et une fois après, c'est des gens qui vont décider qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, il y a un paradoxe chez vous, Reza. Il y a un paradoxe dans tout l'univers de Reza. C'est que vous passez de ces conflits, de ces enfants dénutris parfois, hein, il y a des photos très dures hein, dans votre œuvre, à George Clooney, par exemple, qui vous emmène sur les berges de la Seine pour une expo sur le café. Vous vous souvenez de ce moment-là? Il y a Bien quelques sûr. années de ça, on s'était vu à cette Bien occasion. sûr. Même Laetitia Casta, je l'ai photographiée aussi. Mais alors, comment on passe de ces enfants-là, des rues, à George Clooney? Vous vous sentez bien avec cette idée-là? Au fond, moi, des êtres humains, quand je les vois, je ne les vois ni en George Clooney, ni dans un enfant, ni un réfugié. C'est, dans chaque personne, je vois un être humain à part entière. Et que dans ce cas, à partir de ce moment où je n'ai pas une appropriation différente de la personne, je me sens complètement à l'aise, qui que ce soit le roi du monde ou un mendiant. Pour moi, ils sont vraiment les gars, je les vois de même façon. On va aller voir vos archives, c'est incroyable. Les archives de Reza, c'est fou. C'est juste derrière et il y a un autre enfant qui va nous accueillir. Voilà, on arrive avec des photographies partout et des boîtes de diapositives. C'est toute l'histoire de 50 dernières années Oui, c'est ça. du monde. Et pas n'importe quelle histoire. Viens voir. Regarde. Déjà, Alors, voilà, le commandant Massoud. Déjà le commandant Massoud avec ce portrait. Et quand tu regardes ici Afghanistan, tout ça, ce sont des diapositives. Les Moudjahidines, oui. Voilà, Ah oui. tu vois, regarde. Ah oui. Regarde. Voilà, tout de suite, tu tombes sur la photo qui a fait la couverture de Time Magazine. Oui, exact. Ouais. Avec cet homme barbu, avec des jumelles. Ouais, voilà. Et puis, toutes ces histoires qu'on voit, dans l'ensemble de ça, peut-être même pas dans mes photographies, même pas 1% qui était publié jusqu'à maintenant. Ouais. Le reste, une partie, ça reste 700 000 ici. photos Oui, j'ai 2,5 millions de photos en réalité. 2,5 millions de photos. Oui, ça devient un peu bizarre. Mais bon, 2,5 millions sur lequel il y a 700 000 négatives ou diapositives, comme ici, comme dans les boîtes que tu vois de partout. Le Maroc, le Cambodge, Sarajevo, l'Afghanistan, Berlin, enfin voilà, tout est là et généralement quand il y a un événement, vous partez sur place. Le commandant Massoud, vous l'avez bien connu et vous avez même vécu son assassinat par Al-Qaïda d'assez près au final. Non, je n'étais pas là. Non, mais vous étiez avec lui juste avant. Avant, oui, j'ai fait le dernier film. Non, j'ai fait le dernier film documentaire en décembre. Ouais. Et après, il est venu à Paris en avril. Moi, j'étais avec lui. Et il a été assassiné en septembre. Donc, je l'ai vu. J'ai passé le temps qu'il était à Paris, le seul voyage qu'il avait fait constamment avec lui. Mais vous étiez en contact avec lui. Et vous lui disiez à chaque fois, quelques jours avant qu'il se fasse tuer, absolument. Vous l'avez au téléphone et vous lui dites fais attention parce que on peut t'avoir. Plusieurs fois, je l'avais prévenu que faites attention à tout ce qui est technologie moderne, le téléphone, les caméras. Mais bon, finalement, c'est fait.
Alors, il y a eu un livre, Reza, qui s'appelait « Sur les routes de la soie ». Et ce qui est frappant dans ce livre, parce que vous côtoyez comme ça tous ceux qui travaillent autour de la soie, vous revenez un peu sur le voyage de Marco Polo. Et ce qui est frappant, ce sont les regards des personnes que vous croisez. Vous avez cette capacité, Reza, à capter le regard de l'autre. Et on le voit même avec le commandant Massoud, avec les enfants qu'on a vus à l'entrée. Dans toutes vos photographies, il y a une histoire de regard. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et moi, j'ai envie de photographier de façon où la personne, il montre son âme, il montre qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sent. Et ben pour ça, il faut que la personne ait une confiance en ma personne. Et cette confiance, c'est quelque chose que je dirais, parce que c'est profondément, je respecte les gens que je rencontre. Profondément, leurs histoires m'intéressent. Profondément, quand je suis devant quelqu'un, vraiment je suis pour lui et pas pour National Geographic ou la télévision. J'oublie tout ça. Je suis avec une personne et son histoire m'intéresse. J'ai envie de comprendre. Et les gens, ils sentent assez vite ça. Les gens, ils comprennent que mon souci, c'est leurs histoires. Et il y a un moment où on sent que les yeux, cette fenêtre ouvre et l'âme de la personne est sur la photo. Vous êtes comme les chats. Je vous ai déjà posé cette question. Vous lisez dans l'âme des hommes. Ouais, je ne sais pas si ça, les chats... Non mais vraiment, on dit ça, non? Je sais pas. Vous êtes un peu comme ça, ouais. Donc ça, cette partie aussi de tout ça, c'est cette côté association. De ce côté, c'est le côté photographie. Et alors, il y a le plus grand trophée quand même. Celui-ci, on peut le prendre? Oui, vas-y. Donc ça, c'est l'Oscar de la photographie en 2009. À New York. Le Lucy Awards. Voilà. Magnifique. Plein il a un peu de poussière. Quelle a été pour vous, quelle a été pour vous la photographie la plus difficile à faire, Reza? Celle qui vous a procuré le plus de difficultés, soit parce que vous étiez en danger, soit parce que son émotion a été d'une intensité extrême? Pour te dire, 2 500 000. Oui. Voilà. Non, mais, il n'y a pas une qui reste en vous, qui a été... J'étais dans des situations, peut-être plus de centaines de fois, où je me suis dit, c'est ma dernière seconde, dernier moment. Autre voyage, celui vers la liberté, le voyage pour la liberté, Reza, qui vous a coûté cher. Vous avez passé 3 ans en prison. Vous n'avez jamais parlé des tortures et des sévices que vous avez vécus. Ça n'a jamais été le moment? C'est difficile de parler de ce que se passe, parce que quelque part, là, vous êtes à la merci des êtres qui ont la capacité de faire tout sur vous. Et c'est le moment le plus brutal, c'est ça. C'est pour moi, ce que je sais, ce qui se passe en Iran dans la prison, avec ces jeunes filles qui arrêtent, ou les garçons, ou d'autres, c'est parce que j'ai vécu ça. Et vous avez vécu ça. Et en parler, c'est vraiment... il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, il faut quand même un jour que je raconte tout ça. Et chaque fois, comme s'il y a quelque chose qui me retient, on dit, c'est pas encore le moment, c'est pas le moment. Je sais pas quand est-ce que ça va être le moment, mais en tout cas, c'est très difficile d'en parler. Et merci beaucoup, Reza. Merci de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique endroit, cet atelier photo sublime, avec toutes ces photos. Merci beaucoup. Il y a de nombreux livres de photos signés Reza en librairie. À vous de choisir votre voyage et de vous faire conseiller, pourquoi pas, par votre libraire. Et voici notre club de lecture avec une lectrice, un libraire et un lycéen. Marlène Garnier-Brocard est une fervente lectrice au point d'avoir fondé la librairie Le Chat qui louche à Monaco. Bonjour Marlène. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Pourquoi Le Chat qui louche?
Un souvenir. Un souvenir d'un chat qui louche. Qui louchait, voilà. Qui louchait. Exactement. D'accord. Bon, on vous a demandé quel est le livre qui a illuminé votre vie, ou en tout cas une partie de votre vie. Et vous avez choisi un roman de Daniel Pénac. Oui, Au bonheur des ogres. Pourquoi ? Alors, ce livre m'a redonné envie de lire de la fiction. J'étais au milieu des ouvrages universitaires. Et voilà, ça a été une petite perle, une illumination, un livre drôle, énormément drôle et bien écrit. Oui, c'est le premier volet de la saga des Malocènes. Exactement, oui. Il est étudié à l'école aujourd'hui. C'est un roman qui a fait le tour du monde. C'est effectivement truculent. Il y a des personnages un peu loufoques. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'entrer forcément dans le livre parce que le roman est un peu étrange par moments. Il y a certaines situations un peu bizarres. Mais c'est ça qui vous a plu, vous, Marlène ? Oui, moi j'ai trouvé que Daniel Pénac utilisait le français d'une façon incroyable, drôle et en utilisant un peu la verve parisienne, mais une poésie différente. Et c'est un roman en fait qui est accessible même aux adolescents. C'est vraiment, c'est une petite perle. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement si vous deviez donner un conseil à des lecteurs qui n'ont jamais lu Daniel Pénac? Qu'est-ce que vous diriez de ce livre? Que c'est un roman très contemporain, parce que l'auteur a donné à chacun de ses personnages une caractéristique qui nous parle encore. Comme Benjamin Malocène, il a un métier particulier, il est bouc émissaire dans les grands magasins. Et c'est un métier qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, tout à fait. D'accord. Voilà, des situations loufoques une fois de plus. Merci beaucoup Marlène Garnier-Brocard. Je rappelle que vous êtes donc la responsable de cette librairie Le Chat qui louche. Le Chat qui louche, c'est à Monaco. Superbe nom, titre, en tout cas appellation pour une librairie. Place aux libraires dans cette émission. Nous donnons la parole cette semaine à un libraire français de Martinique. Bonjour Aurélie Colomba. Bonjour. Vous êtes libraire à Fort-de-France, dans la librairie Casabule, la principale librairie indépendante de Fort-de-France. Et vous avez 2 minutes pour nous convaincre de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites, bien sûr, que vous avez en librairie. On commence par une bande dessinée, je crois, Aurélie. Oui, on commence par Night Club d'Arthur de Pince, édité chez Dupuis. Et alors, racontez-nous, pourquoi faut-il lire cette bande dessinée ? Alors, parce que si vous avez envie de passer un excellent moment, si vous aimez un peu les ambiances à la Tarantino avec de la violence, de l'humour noir, mais si vous avez envie de lire un récit qui est ancré un petit peu dans l'histoire, je vous propose de rencontrer Séraphine, qui est forgeronne à Jérusalem au XIIe siècle et qui a été désignée par sa chef de clan pour recruter des mercenaires pour protéger son village, puisqu'il se trouve malheureusement sur la route des croisés. Donc le village se fait constamment attaquer et au cours de son périple, elle recrute des mercenaires, des chevaliers qui sont tous plus particuliers les uns que les autres. Alors ça a l'air drôle, parce que même la couverture, elle est sous la forme d'un manga. On dirait que c'est un manga d'ailleurs, une couverture très flash comme ça qu'on voit derrière moi. C'est vraiment dans l'esprit manga, on peut dire ça, qu'il y a une petite touche manga ? Oui, tout à fait, on peut le dire, notamment dans les mouvements qu'on retrouve. Il y a des mouvements qui peuvent paraître caricaturaux, mais qui permettent de donner toute leur ampleur en fait aux scènes de bataille. Donc ça ajoute aussi un petit côté humour. Voilà, donc oui, on peut dire ça. Night Club, c'est aux éditions Dupuis. Autre pépite, un roman dont je l'avoue, je n'avais pas entendu parler. C'est aux éditions Calman-Lévy, avec Ceinture. Tout à fait, Ceinture de Céline Robert, qui est un roman qui permet d'explorer un petit peu les désirs dans la relation. On est dans un récit choral avec 5 personnages. On rentre dans leur intimité, on voit que certains se questionnent sur l'usure de leur relation, leur positionnement dans leur couple, leurs souhaits pour l'avenir. Et on entre dans la psychologie. On se pose des questions sur l'adultère, sur comment faire durer notre couple. Et ce sont des sujets qui parlent à tout le monde. Ouais, ça vous a peut-être aidé dans votre couple à un moment, Aurélie, sans vouloir entrer dans votre intimité? Oui, vraiment. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un lien forcément. Merci beaucoup Aurélie Colomba. Je rappelle que vous êtes libraire à Fort-de-France dans la librairie Casabule et j'embrasse toute la Martinique à laquelle je suis très attaché. À très bientôt. Merci Aurélie.
À bientôt, merci. Un lycéen est avec nous pour conclure cette émission. Toutes les semaines, nous donnons la parole à la jeunesse qui lit des livres. Il y en a plein, contrairement à ce que l'on laisse entendre parfois. Et si vous êtes lycéen et que vous voulez participer à notre club francophone, vous pouvez nous contacter, nous écrire par le biais des réseaux sociaux à mon nom, Facebook, Instagram et X, ou par courriel à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Bonjour Elliot. Bonjour à vous. Tu es en terminale au lycée Nicolas Barré, Françoise d'Assise, Nicolas Barré à Monaco, et tu as choisi un roman contemporain qui a illuminé une partie de ton adolescence. Exactement, donc j'ai choisi En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Oui. Donc c'est un film, il a été adapté en film, mais Oui. de base c'est un livre. Du coup, où on suit l'histoire d'une famille, de parents et leur enfant, qui est très singulière, du coup, qui a leur manière de vivre bien à eux, qui dans notre société vivent leur vie comme ils veulent, une vie de fête, une vie d'amour entre le père et la mère. Malheureusement, la mère qui est atteinte d'une maladie mentale qui poussera du coup la famille à avoir des drames dans la famille, mais un livre vraiment que j'ai très très apprécié d'avoir lu et que je conseille vraiment à tout le monde de lire, car sort totalement des normes sociales qu'on peut avoir, même si ça reste dans notre société, en étant très proche de nous et en même temps si loin. Alors c'est un peu déjanté, effectivement, un peu comme le livre de Daniel Pénac, un peu comme le roman graphique de notre libraire. Il y a comme ça chez Bojangles des personnages un peu fous, c'est ça qui t'a plu? Bien sûr. Ils sont complètement déjantés, ces personnages-là. Bien sûr, on a l'animal domestique qui n'est pas du tout commode à ce qu'on pourrait avoir comme un chat ou un chien. Je laisserai le bénéfice à tous les livres, tous les lecteurs. Mais voilà, toutes les actions de la famille qu'on peut avoir, la mère qui n'a pas de nom défini, qui change de nom tous les jours, voilà, c'est que des petits détails comme ça, mais qui dans tout le livre font vraiment presque rêver d'une vie si abstraite. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Elliot. Je rappelle qu'en attendant Bojangles, c'est paru en poche chez Folio, si vous ne l'avez pas lu. Tu es en terminale cette année. Comment s'est passé le bac de français ? Ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. À la semaine prochaine. À très bientôt.